Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire incroyable de la famille Rothschild. On parle de 250 ans d'histoire, une saga qui commence dans le ghetto de Francfort et qui va les mener jusqu'au sommet de la finance mondiale. Ce nom, Rothschild, il est devenu bien plus qu'un nom de famille. C'est vrai, il suffit de le prononcer et on pense tout de suite à quoi? À la richesse, au pouvoir, à une influence qui a traversé les siècles. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un truc un peu curieux. Il n'y a pas une, mais deux grandes maisons financières qui portent ce nom. D'un côté, on a Rothschild & Co. et de l'autre, Edmond de Rothschild. Deux entités, deux concurrents même. Alors la question, c'est comment un seul nom de famille a pu donner naissance à deux géants financiers qui sont aujourd'hui rivaux. Pour comprendre ça, il faut remonter le temps, vraiment tout au début. Allez, on repart à zéro, on retourne aux origines. Tout commence avec un homme, Mayer Amschel Rothschild. Et il faut bien se l'imaginer, c'était un visionnaire, oui, mais né dans un monde qui semblait, conçu pour l'empêcher de réussir. Déjà, le nom lui-même, Rothschild, ça nous raconte une histoire. Oubliez les châteaux et les titres de noblesse. Ça vient tout simplement de l'allemand Zum Roten Schild, à l'écu rouge. C'était juste l'enseigne de la maison familiale dans la Judengasse, le quartier juif très fermé de Francfort. Et voilà, le patriarche Meyer Amschel Rothschild, son premier coup de génie, ce qui a vraiment tout changé, ça a été de gagner la confiance d'un des hommes les plus riches d'Europe à l'époque, le prince Guillaume Ier, et de devenir le gestionnaire de sa fortune colossale. C'est vraiment la clé de départ. Et là, on arrive au point crucial. La stratégie de Mayer Amschel. Ce qui était complètement révolutionnaire pour l'époque, c'est qu'il ne voulait pas juste créer une banque, non. Il voulait fonder une dynastie. Et son plan était d'une simplicité géniale. D'abord, il envoie ses 5 fils dans les 5 plus grandes places financières d'Europe. Le but, créer un réseau international. Un réseau privé, ultra rapide, totalement intégré, bref, du jamais vu. Et pour que ça marche, une règle d'or absolue, tout reste dans la famille. Le business, la fortune et le pouvoir, souvent consolidés par des mariages stratégiques entre cousins. Alors maintenant, on entre dans l'âge d'or, le moment où ce plan est mis à exécution. Les 5 flèches qu'on voit sur leurs armoiries, elles symbolisent ça, ces 5 fils, chacun prêt à conquérir une capitale de la finance. Et c'est la vitesse de cette expansion qui est juste dingue. Regardez, en à peine 20 ans, les fils Rothschild sont partout où il faut être. Londres, Paris, Vienne, Naples, avec Francfort qui reste la plaque tournante. Ils ont créé un réseau d'informations et de capitaux qui n'avait absolument aucun équivalent à l'époque. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque branche a son propre terrain de jeu, si on veut. À Londres, Nathan finance l'armée de Wellington contre Napoléon. Pendant ce temps, à Paris, son frère James finance la révolution industrielle, les chemins de fer. Ils ne se font pas concurrence, non, ils collaborent. Et c'est ça leur véritable force. Et pour illustrer ce pouvoir, il y a cet exemple incroyable. On est en 1875. Le gouvernement britannique a besoin d'argent, et vite, pour acheter des parts stratégiques dans le canal de Suez. Et vers qui se tourne-t-il? Pas la Banque d'Angleterre, non. Ils appellent Lionel de Rothschild. Et en quelques heures à peine, l'argent est là. Des millions de livres. On parle d'un pouvoir financier capable d'influencer directement la géopolitique mondiale. Mais voilà, un empire, aussi puissant soit-il, n'est jamais à l'abri. Et le XXe siècle va leur envoyer une série de crises terribles, des crises qui vont menacer de tout balayer. Le bilan est brutal, sans appel. Sur les 5 maisons fondatrices, les 5 flèches, seules celles de Londres et de Paris vont survivre. Les branches de Francfort, de Naples et de Vienne, elles, vont tout simplement disparaître, emportées par les vents d'histoire. Cette chronologie, elle montre bien l'enchaînement infernal. Tout commence avec le crash de 1929. Puis, c'est la montée du nazisme. En 1938, l'Anschluss en Autriche et la branche de Vienne est littéralement anéantie, spoliée. 2 ans plus tard, en 1940, c'est au tour de la branche française de subir le même sort. Et on pourrait croire que c'est fini après la guerre, mais non, en 1981, coup de théâtre, la banque parisienne est nationalisée par le gouvernement français. Alors, la vraie question c'est, comment est-ce possible? Après avoir été dépossédés, frappés par l'histoire encore et encore, comment les Rothschild l'ont-ils fait non seulement pour survivre, mais pour renaître de leurs cendres? Et c'est ce qui nous ramène à aujourd'hui. Et surtout, à la réponse à notre énigme du début. Alors voilà, la réponse. En fait, les deux groupes ont des origines bien distinctes, qui expliquent tout. Le groupe Edmond Rothschild, lui, a été créé en 1953, bien avant la nationalisation. C'était un membre de la famille qui voulait suivre sa propre voie, plutôt dans la banque privée. Et Rothschild & Co, c'est la renaissance de la Banque historique de Paris, recréée à partir de presque rien par David de Rothschild en 1983, juste après la fameuse nationalisation. Donc au final, on a bien 2 branches, 2 stratégies différentes, mais un seul et même nom.
Mais réduire les Rothschild à la finance, ce serait passer à côté de l'essentiel, parce que leur héritage est partout. Le nom est synonyme de certains des plus grands vins du monde, évidemment. Leurs dons ont enrichi les plus grands musées, comme le Louvre. On parle de dizaines de milliers d'œuvres. Leur curiosité s'est même étendue à la science. Il y a une girafe qui porte leur nom. Et aujourd'hui, cet héritage continue, dans des domaines aussi variés que l'hôtellerie de luxe, le fromage artisanal ou même le sport de haut niveau avec une équipe de voile. Alors, après 250 ans à grimper au sommet, à subir des crises terribles, à se réinventer sans cesse, la question reste entière. Face aux défis du 21e siècle, comment est-ce que cette famille, qui a su s'adapter comme aucune autre, va écrire le prochain chapitre de son histoire ? Une chose est sûre, cette histoire est loin, très loin d'être terminée.